on va avoir f de un qui est égal à un plus 1, donc ça va tendre vers L, et un tend vers L, donc on va avoir L égale f de L, c'est-à-dire 1 demi de L plus 2 sur L. On va avoir une équation donc, du second degré. Et on va voir que la solution, on va avoir deux solutions, L égale plus ou moins racine de 2. Ici, on est dans les U0 strictement positifs. Donc ici, la seule solution qui va nous intéresser, c'est racine de 2. Bon, alors maintenant, quel est le lien entre ce racine de 2 et la valeur 2, pas du 1,5, mais du 2 qui est dans la suite? Alors en fait, si on écrit un plus 1 égale 1 demi de un plus, par exemple, k sur un avec k positif, oui. Alors dans ces cas-là, on va voir très facilement qu'on va avoir une limite qui va être égale à racine de k. C'est donc l'algorithme de Babylone qui a été pour approcher racine de k. Bien, merci bien. Bon, le théorème central sur les suites de nombres réels, qui va s'accrocher à ces deux théorèmes concernant les suites monotones, c'est le théorème qui concerne les limites supérieures et les limites inférieures, puisqu'on va voir que l'on peut toujours accrocher à une suite de réels deux suites, une suite croissante et une suite décroissante. Donc, les deux suites que nous allons voir apparaître sont des suites qui sont des suites extraites par rapport à la suite donnée, donc correspondant à une suite strictement croissante d'indices. Ces limites supérieures et limites inférieures sont elles-mêmes des limites de suite extraites. Les limites de suite extraites sont dans cet intervalle-là, qui est l'intervalle crucial. Donc, si vous regardez les points de la suite comme des points donnés a priori saupoudrés sur la droite réelle, eh bien, ils vont s'accumuler sur un certain nombre de valeurs que sont les suites extraites. Et celle qui est la plus à droite sera la limite supérieure, celle qui est la plus à gauche, la limite inférieure. Le résultat central, c'est évidemment que si la limite supérieure est égale à la limite inférieure, eh bien, la suite est convergente et c'est une condition nécessaire et suffisante. Donc, on a maintenant un critère correspondant aux suites. Il suffit de regarder ces deux quantités. Alors, bien entendu, il y a une petite escroquerie derrière, parce que si je vous dis que je prends la borne supérieure d'une famille de nombres réels, vous savez bien que si ce n'est pas majoré, ce n'est pas dans R. Et la borne inférieure, même chose. Donc, il faut que je rajoute des points à l'infini, plus et moins l'infini, et lire ce théorème, en fait, non pas dans R, mais dans R complété, avec les deux bornes, moins l'infini et plus l'infini. Donc, on va regarder un petit peu ce que veut dire cette espèce d'accumulation de bornes supérieures et de bornes inférieures pour comprendre comment les suites extraites peuvent apparaître. Alors, donc, nous travaillons dans R bar, qui est R avec les deux extrémités, plus et moins l'infini, pour ne plus avoir de soucis avec justement ces bornes supérieures et ces bornes inférieures. Dans le cas de suite croissante, si la suite est croissante n'est pas majorée, eh bien, elle va vers plus l'infini. Si elle est décroissante et non minorée, elle va vers moins l'infini. Alors, vous voyez donc que votre suite UN, vous la donnez donc a priori, et à cette suite UN, vous allez pouvoir lui associer deux suites qui sont respectivement VP et WP, que sont la borne supérieure pour les n supérieurs ou égal à P des UN et la borne inférieure des UN pour n supérieur ou égal à P. Alors bien entendu, a priori, ces deux quantités peuvent être infinies. Si elles sont infinies, elles sont infinies, et je n'en dis pas plus. Si elles sont finies, je constate que ceci est une suite qui est une suite décroissante, pendant que cette suite est une suite qui est une suite croissante. Donc j'ai construit à partir de la suite UN qui est quelconque, deux suites particulières qui sont respectivement croissantes et décroissantes. Alors, ce n'est pas étonnant de voir apparaître maintenant la borne inférieure des VP comme limite supérieure et la borne supérieure des WP comme limite inférieure. Donc, c'est pour ça qu'on a cette accumulation de sup d'inf ou de inf de sup. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est d'essayer d'exprimer ce que veut dire que la limite supérieure est une limite de suite extraite. Ça veut dire donc la chose suivante. Je vais donc, dans le cas où cette valeur n'est pas plus l'infini ou moins l'infini, je vais donc écrire une inégalité du type suivant, donc pour L étant la limite supérieure, c'est-à-dire l'inf pour tous les P de sup pour n supérieur ou égal à P des UN, inférieur à L plus epsilon, et je vais exploiter ces deux inégalités qui sont là respectivement. Donc la première, qui va me donner le premier type d'inégalité en l'explicitant directement. Donc je sais que la borne inférieure
d'une famille de nombres réels est supérieur à n moins epsilon, mais ça veut dire que c'est un minorant. Donc ça veut dire que quel que soit P, on a L moins epsilon qui est plus petit que la borne supérieure des UN pour n supérieur ou égal à P. Et ceci, de nouveau, signifie qu'il existe un n supérieur ou égal à P tel que L moins epsilon est plus petit que UN. Donc je répète le pour tout P. Voilà l'explicitation de la condition 1. Si je veux maintenant expliciter la condition 2, c'est-à-dire l'inf du sup plus petit que L plus epsilon, vous voyez que je vais avoir comme condition qui va arriver, la condition numéro 2, je vais avoir que la borne inférieure est plus petit que L plus epsilon. Eh bien très bien, ça veut dire que cette borne inférieure va être telle qu'il y en a au moins un qui est plus petit, c'est-à-dire L plus epsilon n'est plus un majorant. Donc il existe un P tel que la borne supérieure pour n supérieur ou égal à P des UN est inférieur à L plus epsilon, ce qui veut dire encore qu'il existe un P tel que pour tout n supérieur ou égal à P, on a UN, la borne supérieure, qui est plus petit que L plus epsilon. Alors, si je remets la condition 1 que j'avais tout à l'heure, vous voyez que ça s'écrivait pour tout P, il existe n supérieur ou égal à P, tel que L moins epsilon est inférieur à U indice n. Eh bien, vous voyez que je peux maintenant jouer de la manière suivante. Je sais que si je me donne un P, je vais pouvoir partir de il existe P. Pour ce P, comme n'importe lequel est à ma disposition dans la ligne 2, je vais pouvoir trouver le n qui est supérieur à ce P qui est ici, que je vais prendre comme P privilégié. Mais ce n étant supérieur ou égal à P, il va fonctionner puisque tous les n qui se posent supérieurs à P permettent d'avoir cette inégalité et pour cet n, cette inégalité. Autrement dit, je peux, pour epsilon étant donné, je peux trouver un P, je peux trouver un n supérieur ou égal à P tel que cette double inégalité est vérifiée. Ça veut dire que je vais pouvoir aller de pas en pas et de construire une suite extraite qui va justement se loger entre L moins epsilon et L plus epsilon, ce qui veut dire qu'elle va effectivement converger vers L. Donc je vais bien avoir démontré que la limite supérieure est effectivement la limite d'une suite extraite. Alors si toutes les limites de suite extraite sont entre les deux, eh bien si la limite supérieure est égale à la limite inférieure, vous voyez qu'automatiquement la suite admet une limite. Ça aussi c'est un exercice que je vous laisse faire pour que vous puissiez pratiquer justement cette utilisation de ces concepts. Alors à partir de là, vous en déduisez des conséquences qui sont des conséquences extrêmement fortes. Par exemple, le fameux théorème dit de Bolzano-Weierstrass, qui est le théorème qui vous permet d'affirmer que si vous avez une suite UN qui est à l'intérieur d'un intervalle AB fermé, eh bien, elle admet une suite extraite convergente. Eh bien, vous voyez que c'est immédiat parce qu'il suffit de prendre la limite supérieure des UN et de constater que si tous les UN sont compris entre A et B, eh bien, a fortiori, les bornes supérieures et les bornes inférieures qui s'accumulent sont compris entre A et B, mais ça, c'est la limite d'une suite extraite. Donc, vous avez démontré le théorème de Bolzano-Weierstrass. Et si vous voulez regarder ensuite le problème des suites de Cauchy, eh bien, les suites de Cauchy, vous savez qu'elles sont bornées. Si elles sont bornées, elles sont à l'intérieur d'un intervalle du type AB. Mais alors, d'après Bolzano-Weierstrass, une suite de Cauchy admet automatiquement une suite extraite qui converge. Mais dès qu'une suite de Cauchy admet une suite extraite qui converge, c'est toute la suite qui converge. Et vous avez démontré que toutes les suites de Cauchy sont convergentes dans R, comme ça. Pour donner un dernier aperçu sur cette théorie des suites, je voudrais donc vous introduire à une perspective contemporaine. C'est une recherche qui est en cours à la suite de ce que l'on appelle la théorie du chaos. Alors vous allez donc voir apparaître sur votre écran une suite qui est donnée par un plus 1 égale 4un à moins un, point de départ u0 égale 0.1, et l'ordinateur calcule, donc vous voyez, pour les valeurs que vous voyez jusqu'à 400 et au-delà, un certain nombre de valeurs. Vous voyez donc ce nuage que nous allons expliciter. Alors pour ça, nous traçons la parabole, donc 4x à moins x, et nous démarrons de la valeur u0 que nous reportons, vous voyez, juste en face, et nous remontons donc u0 sur la parabole en passant par l'intermédiaire de la première bisectrice, comme d'habitude, en évitant de redescendre sur l'axe x. Et nous lançons le processus. Alors le processus se met en place, et vous voyez donc, on passe de la parabole à la première bisectrice, on retourne sur la parabole, et les points se mettent donc en place. Et voici l'explicitation donc de ce nuage de points que vous avez vu tout à l'heure. Alors, la question qui se pose, c'est comment étudier ce type de suite. Bien entendu,
ni croissantes ni décroissantes. Les valeurs d'adhérence sont assez difficiles à obtenir. Donc, en fait, l'étude moderne, qui a donné lieu donc à ce qu'on appelle la théorie du chaos, amène à regarder les points qui filent à l'infini ou qui n'y vont pas. Et la différenciation entre ces points va donner lieu à des ensembles qu'on appelle des ensembles généralement de Polya ou des ensembles de Mandelbrot, qui sont des ensembles de structures différentielles extrêmement complexes qui sont en ce moment en pleine investigation. Ce sont en particulier des résultats qui ont valu à deux de nos mathématiciens français une médaille Fields. Donc vous voyez que ce sont des domaines qui sont en pleine expansion et en pleine recherche actuellement. Oui, dans la deuxième partie de cette émission, nous allons donc nous intéresser aux fonctions qui vont être particulièrement adaptées à la notion de suite convergente. C'est donc le concept de fonction continue. Et donc le premier résultat que nous avons, qui correspond à la définition, c'est une fonction est continue en un point A si toute suite convergente vers A est transformée en une suite qui converge vers f de A. Alors, on va commencer par voir qu'on peut affaiblir ces hypothèses de définition de la continuité pour demander que la fonction, en fait, ne fasse que transformer une suite convergente en une suite convergente. Alors, c'est l'exercice qui arrive, donc je vais demander à Fabien de faire. Et Fabien, donc nous avons affaibli les hypothèses. Comment vous vous en sortez? Bon, on ne précise pas dans l'énoncé déjà si la limite en question est la même pour toutes les suites. C'est justement ce qu'on veut montrer. Donc dans un premier temps, on va montrer que cette limite est indépendante de la suite choisie. D'accord. Alors, comment vous vous y prenez? Alors, je vais prendre deux suites qui tendent vers A, UN oui. et VN. Oui. Et je vais montrer que les limites sont égales. Limite de f de UN va être égale à la limite de f de Vn. D'accord. Alors pourquoi c'est vrai ça? Alors pour cela, je vais introduire une troisième suite qui tendra aussi vers A. Cette suite, je l'introduis ainsi. Je vais mêler UN et Vn pour former WN. Alors WN sera égal à UN si n est pair. Et à Vn si n est impair. D'accord. Comme Wn est formé pour ces termes pairs d'une suite qui tend vers A et pour ces termes impairs d'une suite qui tend aussi vers A, Wn tend également vers A. D'accord. Bon, on peut s'en convaincre en écrivant la définition d'une limite. Ça marche très bien. Voilà. D'accord. Donc on sait encore que Wn tend vers A. Alors. Bien. Maintenant, on va s'intéresser à la suite f de Wn. D'accord. Donc a priori, on a une limite pour f de un, si je comprends bien. Oui, par hypothèse, puisque un tend vers A, on sait que d'après l'hypothèse, f de un tend aussi vers A, vers une certaine limite, pardon, que j'appellerai L. D'accord. Donc soit L, la limite de f de un. Mais comme Vn tend aussi vers A, f de Vn va également avoir une limite. Bon. Je vais l'appeler L'. D'accord. Puisqu'on ne sait pas à la base si elles sont différentes ou égales. Et je viens de montrer, on vient de voir que Wn tendait également vers A. Et donc Wn, par hypothèse, a également une limite que j'appellerai K. D'accord. Limite de f de Wn. Bon, regardons un peu les diverses limites. F de un, c'est une suite extraite de f de Wn. Oui. Alors, f de un